Je suis Dominique Delaunay, consultant en management, coach et formateur, et j'interviens avec l'approche systémique. Bienvenue dans cette seconde vidéo, dans laquelle je souhaite illustrer et caractériser la systémique paradoxale de Palo Alto. Une prudence tout d'abord. Il existe plein de systémiques. C'est pas simple. Plein d'auteurs de systémiques. Je pense à Michel Crozier, Joël de Ronet, on peut citer Malarevix, Alain Cardon, François Balta, Alex Mucchielli, voilà, et d'autres. Ici, nous parlerons d'une systémique particulière et unique, la systémique paradoxale de Palo Alto. Permettez-moi de commencer cette présentation par un récit pour illustrer. Nous sommes dans une séance de co-développement et Marianne est la cliente. Marianne est manager depuis 5 ans dans la direction du marketing. La directrice est Dorothée. Dorothée avec un D comme directrice. Marianne est sous ses ordres, avec un M, Marianne comme manager. Et Marianne encadre 3 chargés d'études, dont Coralie. Coralie avec un C comme collaboratrice. Dorothée, Marianne, Coralie. Marianne a embauché Coralie il y a 5 ans. Il y a 4 ans, Dorothée est arrivée et elle a remarqué Coralie. Et elle fait appel à elle en direct pour certains projets qui l'intéressent particulièrement. Avec l'idée aussi que Coralie a du potentiel et que ça la fera grandir. Donc une sorte de circuit court. Or, la situation qui préoccupe Marianne, c'est le manque d'autonomie de Coralie. Il faut la suivre, il faut la pousser. Elle manque de confiance en elle. Pourtant, Dorothée pense que Coralie devrait pouvoir fonctionner davantage en roue libre, prendre une affaire de A à Z. D'ailleurs, elle lui donne beaucoup de messages positifs. Et elle répète à Marianne de faire moins de micromanagement avec elle. Marianne nous dit « Cette situation n'est pas commode pour moi, parce que je n'obtiens pas le reporting de Coralie, ni qu'elle mène mieux le travail au bout. Mais quand je dis ça à Coralie, j'ai l'impression qu'elle se braque, qu'elle se sent fliquée, et sinon c'est moi qui finis son boulot qui est insuffisant. Je ne trouve pas le moyen, nous dit Marianne, de faire progresser Coralie. C'est un casse-tête. Au bout d'un moment, nous disons à Marianne, est-ce que finalement tu n'apparais pas comme la méchante pour tout le monde? Dorothée trouve que tu es un manager trop contrôlant. Coralie te fait la tête quand tu veux faire le suivi de son travail, qui est insuffisant. À propos, une question. Coralie travaille en direct avec Dorothée, quel pourcentage de son temps? Réponse, 50%. Marianne devient tout à coup silencieuse. Alors on lui demande, Marianne, ça va? Elle reste de nouveau silencieuse, figée, et puis tout à coup, elle explose, elle éclate. Non, ça ne va pas du tout. Non, c'est incroyable, tout mon malaise remonte. J'ai beaucoup de colère. Ça fait longtemps, très longtemps que je me sens mal. En fait, la première année, je manageais Coralie seule, et là, ça avançait. Ma N+1 m'a imposé cette organisation en circuit court pour faire grandir Marianne. Comme je m'y suis opposé, elle m'a dit, cette phrase terrible pour moi, elle m'a dit, mais enfin Marianne, tu ne veux pas faire grandir les gens? Et alors j'ai cédé. Et oui, je suis tout le temps la méchante. Coralie me le fait sentir. Et de ce fait, je suis dans l'impuissance avec elle. Oui, je vois bien que son travail est très insuffisant, mais je finissais par ne plus savoir quoi penser. Est-ce que c'est de ma faute? Je suis désavoué implicitement par Dorothée depuis 4 ans. J'en peux plus. Je me dis que finalement, il y a quelque chose de pernicieux là-dedans. Faire grandir, en fait, c'est tout à mon détriment. Et les deux sont contre moi. Et en fait, ça ne fait pas grandir personne, surtout pas Coralie, surtout pas moi. Mais je ne peux rien faire, rien changer. Et Dorothée, elle peut être très dure. La seule solution que je vois, c'est de partir. Je vais partir. Je vais partir de cette boîte. On a donc un bilan très douloureux. Marianne vit donc avec 2 messages contradictoires. Le premier, c'est « je dois déléguer pour faire grandir Coralie et accepter qu'elle travaille avec ma patronne ». Et en même temps, je dois obtenir de bons résultats de Coralie qui ne sont pas bons. Elle ne peut pas s'en sortir.
Et si elle veut s'expliquer sur cette difficulté, si elle veut la clarifier, c'est-à-dire, comme on dit, métacommuniquer avec Dorothée, elle se prend un coup de marteau sur la tête. Tu ne veux pas faire grandir les gens? Elle ne peut donc pas prendre de distance, car en plus, elle est engagée dans l'entreprise, engagée dans son travail, elle est jeune manager, sa valeur personnelle et professionnelle sont en jeu. Eh bien, ce phénomène difficile, douloureux, qui rend fou, et dans lequel Marianne se sent piégée, s'appelle, vous le savez sans doute, la double contrainte, qui est bien plus qu'une simple contradiction ou un simple paradoxe de message. C'est disqualifiant, ça rend très très patraque. Alors, nous allons nous arrêter un instant pour faire un saut dans le passé et remonter à 1956 où il s'est passé quelque chose d'équivalent. Nous sommes en 1956 en Californie, du côté de Palo Alto, et un certain Gregory Bateson, anthropologue, met en évidence ce phénomène de la double contrainte dans les facteurs des problèmes humains. Et les facteurs notamment qui produisent tout simplement la schizophrénie. C'est une révolution. Ça veut dire que cette pathologie n'est pas dans la personne, mais dans la relation, dans l'interaction. Ce sera la première hypothèse centrale de la systémique. Les problèmes humains ne sont pas dans les humains, mais dans les boucles de messages qui les relient. Autre mot-clé, l'effet de ces messages, leur sens, leur poids, dépend du contexte dans lequel on se trouve. Marianne, jeune manager, très engagée dans son travail et avec une patronne très directive, elle prend les messages contradictoires de plein fouet et elle s'auto-disqualifie pendant des années. Ce contexte renforce la difficulté. On a donc Gregory Bateson, un personnage brillant, étonnant, qui va inspirer ce nouveau courant d'idées, la systémique paradoxale. Et c'est à Palo Alto, ville proche de San Francisco, que 3 thérapeutes vont mettre en pratique tout ce qui en découle en expérimentant ce qu'ils ont appelé la thérapie brève. Il s'agit de Paul Watzlawick, de John Wickland et de Richard Fish. Puisque les problèmes humains sont dans la communication, se disent-ils, peut-on obtenir des changements en modifiant la communication? En simplifiant, on voit qu'il s'agit d'une approche pragmatique, pas d'une nouvelle théorie de l'homme. Il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas d'étiquette, pas de normes qui définissent l'équilibre, le bonheur ou l'efficacité. On part des situations humaines insatisfaisantes ou sources de souffrance. On est centré problème et on regarde comment les choses évoluent, le circuit des messages, le système dans lequel ça se passe et comment on peut décoincer ce qui coince. Les méthodes de cette thérapie brève sont devenues aujourd'hui l'approche systémique paradoxale, car la méthode n'est pas spécifique à la thérapie et elle s'utilise pour tout problème humain, c'est-à-dire dans la famille, dans l'éducation, dans les organisations, pour des situations individuelles aussi bien que collectives. Dans cette vidéo, je n'explique pas le détail de la méthode, mais je vais l'illustrer par 3 exemples. Alors, je vais illustrer l'approche systémique par 3 exemples. Premier exemple, je l'appelle la collaboratrice nulle. Nicolas, 40 ans, est manager dans une banque de financement et dirige des traders et chargé d'affaires, et notamment cette collaboratrice. Il est préoccupé par le comportement de cette collaboratrice, Sandrine, 30 ans, qui est basée à Londres. Il a travaillé avec elle auparavant sur Paris et il l'apprécie. Elle est rigoureuse, plutôt autonome, sauf dans des moments où elle semble paniquer et perdre confiance. Elle se plaint de ne pas assez bien maîtriser l'anglais, de ne pas savoir faire des propositions vraiment solides aux clients, de comprendre moins vite que les autres, etc. Plusieurs fois par semaine, elle appelle Nicolas, explique que la réponse à l'appel d'offres qu'elle prépare, elle s'est complètement plantée, elle demande une relecture, elle fait un drame quand elle découvre des erreurs, et elle répète
je suis nul, je suis nul. Nicolas, qui l'apprécie, voudrait qu'elle s'épanouisse, mais il est aussi excédé par ces réflexions. Alors souvent, il la secoue. Où vas-tu chercher que tu es nul? Ce n'est pas, mais pas du tout ce que les gens pensent de toi. C'est du délire. Tu dis n'importe quoi. Ces exhortations ont-elles de l'effet? Aucun. Nicolas a même l'impression que le phénomène s'accroît, et sa colère aussi. Maintenant, si on regarde la boucle d'échange de plus près, que voit-on? Quand Nicolas déclare « Arrête de dire que tu es nul », il envoie en fait 2 messages. Le premier message, c'est « Je t'apprécie et je veux ton bien ». Le deuxième message, c'est « Ton jugement sur toi-même ne tient pas la route. En fait, ton jugement est nul. Écoute mon jugement, pas le tien. » Ainsi, sans le vouloir, avec ce deuxième message, et donc de manière paradoxale, il renforce la dévalorisation. La solution de Nicolas aggrave le problème. On est dans un cercle vicieux. Mais alors que faire? Est-ce qu'il faut dire à Sandrine « T'as raison, t'es nul » ? La piste qui est proposée, c'est de prendre au sérieux son jugement, le jugement de Sandrine, et de lui faire préciser « Quelle insuffisance vois-tu? À quel endroit? Regardons tranquillement. » Ainsi, on inverse le message. Ton jugement est nul devient « Il y a quelque chose de vrai dans ton jugement. » Nicolas part sur cette piste-là et 1 mois après, il nous raconte que la relation a évolué très positivement. Sandrine fait le tri dans ses demandes d'aide et elle se montre concrète. Voici le deuxième exemple. Il s'agit de Sarah Bernard. Sarah Bernard, c'est une célèbre actrice de théâtre du début du XXe siècle. Ce jour-là, elle est avec ses meilleurs élèves et le rideau va bientôt s'ouvrir. Une de ces actrices lui déclare « Madame, c'est affreux, j'ai le trac ». Une autre actrice qui entend ça fait la fierotte et dit « Moi, en tout cas, je n'ai pas le trac ». Sarah Bernard se tourne vers elle et lui dit « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ça vous viendra avec le talent ». Cette anecdote est une bonne illustration du mouvement paradoxal. Ce qui paraissait un problème devient une bonne nouvelle. Ça pourrait être l'inverse. Proposer un changement de façon de voir est souvent utilisé en systémique paradoxale pour inviter à voir autrement et assouplir ce qui s'était rigidifié. Dans le dernier exemple, il est tiré d'une séance de co-développement dans laquelle Blandine est cliente. Blandine travaille chez un grand opérateur téléphonique. Elle est sur une plateforme avec 24 conseillers. Elle explique « J'étais adjointe d'un manager et j'ai accepté ce nouveau poste pour devenir manager. Donc sur la plateforme, on est 2 managers pour gérer les 24 personnes du centre de service aux entreprises. Ma collègue Sylvie gérait encore il y a 3 mois les 24, mais c'était trop. Donc il y a 2 équipes maintenant, même si on gère un peu ensemble les 24. Je découvre que la relation entre Sylvie et Henri, notre directeur, ne va pas du tout. Je ne connais pas trop les raisons, une promotion refusée, semble-t-il, je ne sais pas. Et depuis, Sylvie est particulièrement amère. On est en open space, sauf Henri qui a un bureau dans un coin de l'open space. En fait, la relation est pire. Ils ne se parlent plus, sauf de brefs accrochages agressifs, de temps en temps. Sylvie est blessée. Elle a du mal à faire son travail. Moi, je prépare, je structure. Elle fait des oublis, je compense. Je prépare nos réunions communes. En même temps, tout ça est nouveau pour moi et ça me demande un travail très important et fatigant. Henri souvent me reçoit dans son bureau, c'est lui qui me donne des consignes pour moi et pour Sylvie. Je transmets, c'est pas pratique. De même, quand Sylvie veut quelque chose, elle me le dit et j'en parle à Henri. Ils ne peuvent pas se parler. Mon problème, c'est que je m'épuise aussi et que je ne sais pas trop comment améliorer la situation. Blandine, la cliente de cette séance, formule alors sa demande. Je veux être constructive avant tout, être positive, ne pas contribuer aux tensions. Je voudrais être une sorte d'ambassadeur d'un esprit constructif. Comment faire ? Le groupe approuve cette demande. Il y a là des managers, des RH, des conseillers.
Il trouve que c'est une bonne demande. J'interviens alors pour demander si cette situation de non-communication leur paraît normale. On me répond, bah, vous savez, ça arrive, hein, c'est pas rare, ça arrive. On va alors réfléchir sur cette question paradoxale. Quels sont les inconvénients d'être constructive? Avez-vous pensé, Blandine, aux inconvénients d'être constructive? La question choque, puisque tout le monde est là pour être constructif, les managers en premier. Mais on découvre que plus Blandine sera constructive, plus elle va faire durer une situation anormale et douloureuse et dévalorisante pour Sylvie. Et soudain, Blandine déclare « J'y pense. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Henri m'a demandé de m'installer avec lui dans son bureau la semaine prochaine. » Ainsi, la situation de harcèlement se révèle. Le cercle vicieux apparaît bien. Plus Blandine est constructive, plus elle aggrave la situation de Sylvie. Et la dépression aidant, ça pourrait finir mal, ça pourrait aboutir au pire. La solution aggrave le problème. Eh bien, disons-le, au premier regard, cela ne sautait pas aux yeux, en tout cas pas aux yeux de Blandine et pas aux yeux du groupe non plus. Petite parenthèse, Blandine, suite à la séance, a décidé d'alerter le déontologue de l'entreprise. Elle n'était plus constructive. Ces exemples nous permettent de comprendre la formule choc de Paul Václavic. Le problème, c'est la solution. C'est la solution que vous utilisez pour le résoudre qui alimente, qui maintient, qui aggrave le problème. À travers ces trois exemples, on a aperçu trois modes d'action de la systémique paradoxale. Vous avez vu qu'on peut inverser le message, comme Nicolas l'a fait. On peut aussi faire voir autrement la situation, comme Sarah Bernard l'a fait. On peut encore freiner le mouvement du client, comme Blandine l'a fait finalement, en voyant les inconvénients de l'objectif ou les inconvénients de la solution. Toute la difficulté de cette approche, c'est qu'elle est contraire au bon sens. Elle n'est pas spontanée, elle n'est pas naturelle. Pour conclure, je me propose de souligner quelques caractéristiques de l'approche de Palo Alto. Je me propose, pour conclure, de fournir quelques caractéristiques de l'approche systémique. D'abord, comme vous voyez, on n'a pas besoin d'explorer le passé. Le problème est dans la communication actuelle. Ensuite, on ne fait pas de diagnostic, parce qu'on n'a pas de modèle du bonheur, pas de modèle de la santé ou de l'efficacité. On regarde les effets. Ensuite, on ne pousse pas vers un objectif, ni vers une solution. On n'encourage pas, d'autant que l'objectif ou la solution peuvent très bien alimenter le problème. Ensuite, en cas de cercle vicieux, on veut juste arrêter d'alimenter le problème. On est minimaliste. Si la personne cesse d'insister dans son impasse, alors elle trouvera des solutions. La personne découvre alors le rôle qu'elle joue dans la boucle, ce qui veut dire qu'elle découvre à la fois quelle est sa part de responsabilité, mais aussi à quel point elle peut devenir acteur pour avancer. Le mot-clé pourrait être décoincer. Décoincer, peut-être comme chez l'ostéopathe que vous connaissez. Il ne dirige pas votre vie, il vous permet de vous libérer et de la vivre. Ça me refait penser aussi à ce jouet d'enfant, une petite voiture dont on remonte le ressort. On la lâche, elle part, elle roule, et chaque fois qu'elle heurte un obstacle, elle change de direction, elle repart. Je dirais, elle mène sa vie. Mais parfois, cette bête voiture, elle va se coincer entre le pied de la commode et l'angle du mur, et elle pédale dans le vide. Alors il faut la prendre délicatement, la sortir du corner, et là, elle repart vivre sa vie. Une chose que j'aime particulièrement dans cette approche de Palo Alto, c'est justement qu'on est attentif à ne pas exercer d'emprise. Et le regard systémique a justement un talent pour détecter les emprises. Il me reste à vous remercier pour votre attention.